Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je ne vais pas faire de thématique spécifique parce que les choses évoluent de telle façon à ce que les informations dans différents domaines, mais plus ou moins liés, pleuvent de plus en plus. On va commencer par ce qui se passe en France, c'est-à-dire une montée de conflits clairement voulus entre les Français de souche, blancs particuliers, même qu'ils s'appellent Durand, Périega, Conti ou ce que vous voulez, et les immigrants, les migrants, les enfants d'émigrés, les Français issus de l'immigration, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on a clairement tous les éléments qui consistent à bien démontrer que des gens, pas forcément le gouvernement, mais le gouvernement n'est qu'un instrument, l'autorité n'est qu'un instrument dans ce sens, à vouloir tout simplement mettre le bordel dans la société française. C'est un travail de longue haleine, j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, depuis les années 80, avec les SOS Racisme, avec l'instrumentalisation du racisme, plus proprement dit, même si, à partir du moment où si on a un minimum d'intelligence et un minimum de raison, on sait que le racisme existera toujours. Après, tout est une question de politique et surtout de détermination à vouloir lutter contre ce racisme intelligemment. Or là, force est de constater qu'on n'est pas dans une lutte contre le racisme intelligent, on est dans de l'indigénisme purement et simplement. Et malheureusement aujourd'hui, un certain nombre d'informations la façon dont sont traitées les informations concernant pas spécifiquement le racisme, mais ce qui peut en avoir un lien, c'est que évidemment, depuis quelques jours, on a des exemples de personnes qui sont malheureusement mortes entre cette gendarme qui s'est fait foncer dessus à 130, 160 km/h par un certain Yacine et de ce jeune qui a été poignardé, ou encore, récemment, en effet, de ce chauffeur de bus dont on vient d'apprendre aujourd'hui que la femme de ce chauffeur, alors Guillemot, je crois, a décidé tout simplement d'arrêter le traitement, enfin pas le traitement, mais d'arrêter, tout simplement de le laisser partir. Voilà, donc il est officiellement décédé aujourd'hui. Force est de constater que, évidemment, sur les réseaux sociaux, toutes ces drames sont à la fois intéressants de voir comment ils sont traités par les médias mainstream, mais aussi, et évidemment, ça, on ne peut pas lutter contre. Il y a une instrumentalisation, évidemment, des idéologies de droite et d'extrême droite, et de ce fait, évidemment, s'expose devant nos yeux la différence de traitement et la différence de considération et la différence de niveau émotionnel entre des gens qui s'appellent Pierre, Paul, Durand ou n'importe quel autre nom de français, que ce soit de français de souche, encore souche est un bien grand mot, alors que d'un autre côté, quand il s'agit de personnes évidemment issues de l'immigration, je dis bien issues d'immigration, pas forcément migrants, pas forcément immigrés, mais voilà, issus de l'immigration, donc ça englobe tout, ça englobe aussi bien ceux qui sont aujourd'hui étrangers, en situation illégale ou légale en France, comme aussi ceux qui sont français, mais français issus de l'immigration récente, et pour être plus clair, une immigration issue des pays du Maghreb ou d'Afrique noire. Quoique, en ce qui concerne les pays d'Afrique noire, on a peut-être beaucoup moins de problèmes en France que les Américains en ont aujourd'hui avec les Afro-Américains, même si, encore une fois de plus, j'insiste bien sur le fait que ce qui se passe aux États-Unis n'a absolument rien à voir et n'a aucun lien avec ce qui se passe en France. Mais évidemment, quand on est dans une logique de dissuasion, dans une logique de manipulation, dans une logique de simplification et de généralisation des idéologies et des phénomènes, aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont convaincus que ce qui se passe en France est exactement le même problème qu'aux États-Unis, alors que ça n'a absolument rien à voir.
Et donc, la différence de traitement, évidemment, joue énormément sur la perception qu'ont aujourd'hui la plupart des Français par rapport à la façon dont on traite ce genre de drame. Car en effet, à chaque fois que un délinquant ou un jeune est tué, alors tué accidentellement, tué parce qu'il est poussé, tué parce que même il se balade en moto, moto volée, ou sans permis, ou sans casque, et qui se plante et qui meurt. Le dernier, je crois qu'il y a eu, le cas de ce jeune, où on a même été jusqu'à chercher qu'il y avait une présence d'une voiture de la BAC. Vous voyez, pour justifier que, ça se trouve, le fait que rien que la présence de la BAC, rien que la présence de la voiture de la BAC, justifie que le jeune s'est tué parce que la BAC était là. Enfin, je ne vais pas vous faire l'état aujourd'hui du traitement médiatique qui se passe autour de drames qui touchent des jeunes issus de l'immigration ou immigrés, et celui qui touche des gens, des Français, paradoxalement, pas paradoxalement, mais plutôt blancs, hein, soyons clairs, honnêtes et précis. Et ça, aujourd'hui, c'est en train de remonter à la surface, justement en utilisant ces trois exemples récents où alors une marche blanche a été organisée à Narbonne, c'est Narbonne, pour ce chauffeur, et en effet, ce qui est assez significatif finalement, c'est que lorsqu'il s'agit d'un drame où on va aller chercher des questions, où on veut des réponses sur les circonstances de la mort d'un jeune qui s'appelle Yassine Karim Mamadou, etc. On organise des marches blanches, donc vous avez évidemment un melting pot de gens, vous avez aussi bien des Noirs, des Arabes que des Blancs. Et là, quand vous avez une marche blanche qui est organisée pour la mort, parce qu'on peut dire maintenant la mort, hein, au moment des faits, il était mort, il était dans un état végétatif finalement à l'hôpital, mais la marche blanche qui a été organisée, il n'y avait quasiment que des blancs. Alors je ne sais pas, quand on est dans l'associatif pour lutter contre le racisme, etc., là on profite de l'opportunité pour intégrer, voilà, qu'il y ait des afros, qu'il y ait des arabes dans cette manifestation, pour accentuer, pour démontrer la solidarité et que, justement, éviter les récupérations, éviter les généralisations. Sauf que ça n'a pas été le cas. C'est que dans la manifestation, il y avait peut-être quelques personnes issues de l'immigration, mais majoritairement, c'était que des blancs. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on est arrivé finalement à un point de non-retour? Je ne sais pas. On verra un petit peu comment les choses vont tourner dans l'avenir, mais sachant que à partir du moment où il semble bien que la stratégie qui consiste à opposer les gens au sein d'une société, et plus particulièrement la France, parce que je vous invite à observer ce qui se passe à peu près chez nos voisins européens, la France a très très tôt été un pays, un, d'émigration, et de deux, d'assimilation, c'est-à-dire des émigrés, des étrangers qui viennent en France et qui ont assimilé la culture française. Alors évidemment, certains me diront, oui, mais c'était souvent des immigrations issues de pays européens, donc plus ou moins issues de la même culture, judéo-chrétienne, etc. Non, il n'y a pas que. Il y a aussi des gens issus du Maghreb, des gens issus d'Afrique noire, qui, au fil des décennies, sont venus en France, ont émigré en France, et se sont parfaitement intégrés à la société française. Au tel point qu'aujourd'hui, moi j'ai grandi avec des copains, des amis, qui étaient aussi bien des Français de souche que issus de l'immigration. Italiens, portugais, polonais, allemands, anglais, roumains, bulgares, hongrois, comme aussi tunisiens, marocains, algériens, égyptiens, même iraniens. Même si évidemment, attention, on fait pas c'est pas la même chose. Hein. Les Iraniens sont des Perses, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Attention, hein, si vous rencontrez un Iranien, ne lui dites pas qu'il est arabe. Non, non, il est perse. Attention. Hein, ne faites pas cette erreur. En dehors de la différence religieuse entre les sunnites et les chiites. Hein,
mais voilà, les Iraniens sont très fiers d'être des Perses et considérés en tant que tels. Fin de l'aparté. Et de ce fait, on avait tout à fait intégré ça, même si évidemment il y avait du racisme. Il y a toujours eu du racisme. Dans tous les pays, il y a des racistes. Il y a toujours des cons pour détester l'autre. Parce que je rappelle, le racisme à l'origine, c'est ça. C'est détester celui qui est différent. En tout point. Pas seulement de couleur de peau. Hein. C'est aussi de religion, d'origine. Hein. C'est ça le racisme. Hein. Sauf que, évidemment, aujourd'hui, le racisme est un peu un fourre-tout. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez des gens qui se font agresser, voler, tabasser, toujours par les mêmes, c'est-à-dire des Maghrébins, il y a un moment donné, vous n'allez pas leur dire « oui, mais ça veut rien dire, faites pas d'amalgame, c'est pas des généralités ». Vous voyez, il y a aussi ça, hein, ce phénomène-là qui est très important, et d'ailleurs, qui est aussi l'instrument de division. Hein, c'est-à-dire laisser faire, hein, plus ou moins. Et dans ce sens, aujourd'hui, depuis, allez, on va dire, le milieu des années 90, on a, comme je viens de le dire, on a laissé faire. On a laissé faire par clientélisme politique, on a laissé faire par intérêt idéologique, avec des ramifications beaucoup plus larges que la simple intérêt national, on va dire, de l'individualisme et du clientélisme politique. Et c'est à partir de là qu'on a vu véritablement la destruction de cette France qui était, est-ce qu'on peut dire multiculturelle? Oui et non, c'est-à-dire que tous les gens avaient préservé, gardé, je dirais, leur fierté de leurs origines, et même on partageait leur culture. Je veux dire, si aujourd'hui on a des pizzerias en France, c'est parce que les Italiens ont amené les pizzas, comme ils l'ont fait aux États-Unis. C'est peut-être un peu cliché, mais c'est l'échange culturel, qui a toujours été d'ailleurs dans l'histoire de l'humanité. Je veux dire, on a apporté des technologies, des idées, des cultures à des pays, comme des pays nous ont aussi apporté des cultures, des valeurs, certains principes, etc. Je veux dire, ça fait partie de l'évolution de la civilisation, c'est-à-dire ces échanges cordiaux. Évidemment, hein, pas de principe de suprématie ou de domination, etc. Mais en France, on avait ça, on avait cette capacité-là. Alors aujourd'hui, tout ça est en train d'être détruit. Tout ça est en train d'être détruit en mettant en opposition, même au sein de la population française blanche, on met en opposition et on exacerbe les divergences entre les Français conservateurs, les Français athéistes, ou catholiques ou religieux, les Français de gauche, les Français ultralibéraux, les Français modérés, etc. On est en train de construire cette opposition, et on le voit d'ailleurs dans les manifestations. C'est exactement le même problème qu'on a aux États-Unis avec les BLM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des gens être très radicaux, être très virulents, très violents. Étrangement, ce n'est pas des Afro-Américains, c'est des Blancs. Il prend fait et cause du mouvement et se donne une légitimité où, je vais y revenir d'ici quelques instants parce que je vais vous parler aussi de l'évolution BLM aujourd'hui aux États-Unis. Donc le problème en France, c'est que ces trois malheureux drames aujourd'hui sont en train tout simplement de soulever un problème de traitement médiatique. Le traitement médiatique qui est que on va faire un traitement médiatique dans le cadre de l'idéologie contre le racisme, contre les violences policières, etc. Alors là, on va en faire des tonnes, on va faire des directs, on va faire des... Et par contre, pour des Français qui sont victimes de la délinquance, victimes de la violence, victimes de la sauvagerie, de la barbarie, parce que là aussi, on occulte ces phénomènes de sauvagerie et de barbarie qui sont en train de se développer en France. Parce qu'attention, pas d'amalgame, encore une fois, hein, le danger de l'amalgame, le danger de la généralisation. Mais je pense que les Français ne sont pas idiots. Il est évident que c'est pas parce que vous avez des gamins qui foutent le feu à un clochard ou qui trucident une vieille et la violent parce qu'il s'appelle Karim, Yassine, Mamadou, etc., que tous les Arabes, que tous les Noirs africains sont des sauvageons. Non, parce que ces individus se sont retrouvés dans un contexte et une situation sociale qui a fait que malheureusement,
avec en plus on va dire des ingrédients, on va dire, familiaux, culturels, qui n'ont pas amélioré les choses, hein, parce que c'est vrai qu'en règle générale, quand on dit que c'est la faute à la condition sociale, à l'exclusion, à la ghettoisation, etc., non, je veux dire, il y a des vagues d'immigration qui ont connu la ghettoisation, qui ont connu la ségrégation, qui ont connu la discrimination, et qui n'en sont pas venus à des attitudes sauvages et barbares à ce point. Aujourd'hui, même dans les années 60 ou 50, il y avait des problèmes de racisme, on n'en était pas arrivé à ce point. Hein? Je rappelle toujours cette anecdote où les fameux grands frères, je ne sais pas si vous vous souvenez des fameux grands frères, c'est-à-dire ces personnes issues de l'immigration ou enfants issus de l'immigration qui avaient atteint déjà des âges un petit peu plus matures de 25, 30 ans, 35 ans, etc. et qui s'étaient donné pour mission d'essayer de cadrer justement la jeune génération, les jeunes générations des banlieues pour éviter les dérapages, etc. Eh bien, je pense que pour ceux qui ont peut-être connu dans les années 90 ces personnes-là, ils ont été les premiers à dire que la génération des adolescents des années 90, encore, on a réussi un peu à les récupérer, on réussit à leur faire prendre conscience de leur évolution. Mais les jeunes générations, c'est-à-dire les gamins de 8, 9, 10 ans de l'époque, qui aujourd'hui ont 20 ans, 30 ans, hein, ceux-là, ils sont hyper dangereux. Donc, on est en 2020, c'est-à-dire qu'entre les années 90 et 2020, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. C'est-à-dire que les gamins de 8-10 ans de l'époque, aujourd'hui, ils en ont 35-40, d'accord ? Sauf que si ils ont adopté le même modèle de délinquance, de criminalité, de sauvagerie, etc., les jeunes générations qui sont venues après ont suivi. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Mais rien. On a injecté en effet de l'argent pour rénover des buildings, pour détruire des bars d'immeubles, pour construire autre chose. Mais on a reconstruit autre chose, mais le résultat était le même. C'est que saccage, détérioration, non-respect, incivilité. Qu'est-ce qu'on a fait ? Rien. On a financé des associations pour se donner bonne conscience politiquement. Mais ces associations ont été munies de gens qui n'avaient ni les épaules, ni l'esprit pour faire évoluer les choses. Regardez ce qui s'est passé avec ce qu'on appelle des centres pas des centres de rééducation, mais des centres fermés, comme on a dit. Vous avez des animateurs dans ces centres-là, mais qui à un moment donné, se flinguent. Ils se disent oui, dans la proportion, il y en a les 2/3 qui arrivent à un moment donné à se restructurer, à prendre conscience des réalités, etc. Mais il y a une petite partie, ils sont irrécupérables. Ils ont le démon dans le sang. Or, en France, pays des droits de l'homme, pays des libertés, pays, etc., on s'est désarmé contre ces individus-là. Et la justice elle-même n'est plus capable aujourd'hui de gérer ces individus. Alors si déjà la justice, l'administration, l'État est incapable de gérer ces genres d'individus-là, si ce n'est les mettre en tôle, mais en tôle ils se radicalisent encore plus, alors en plus vous rajoutez l'islam radical qui les récupère, etc. Et vous rajoutez la cerise sur le gâteau, l'idéologie politique d'instrumentalisation et de manipulation pour justement inciter les Français à la confrontation sociale, mais aussi culturelle. Donc c'est pour ça que moi je parle de conflit civilisationnel. Bon. Et bien là on est dans une étape où, après avoir focaliser, centraliser l'émotionnel, les sensibilités sur les pauvres jeunes tués ou blessés par la police parce que sans casque sur des motos volées ou pris en flagrant délit ou en interpellation. Adama Traoré par exemple, on fait tout un plat aujourd'hui sur Adama Traoré parce qu'il est mort étouffé.
Mais oui, malheureusement, c'est le risque. Je veux dire, vous n'allez pas demander à des flics d'être des bisounours. Il y a un moment, il faut être lucide. Et exactement le problème aux États-Unis, je vais y revenir. Donc j'entends bien le discours de résoudre le problème de la police, de la violence dans la police, de le racisme dans la police. Il y en a, en effet. Hein, je veux dire, on a tous croisé un jour ou l'autre des flics qui ne devraient pas être flics. Parce qu'ils ont rien dans le ciboulot, parce que c'est des bourrins, c'est des beaufs absolus. Mais j'ai aussi rencontré des flics qui étaient comme ça, qui étaient très lucides, très intelligents, qui étaient raisonnés, qui avaient du bon sens, qui eux-mêmes sont des fois coincés de ne pas pouvoir dénoncer des comportements inadmissibles au sein de leur brigade, parce qu'ils savent qu'il y a certains copinages, certains intérêts politiques, idéologiques, qui font que des responsables, des chefs de brigade, ne feront rien. On attend le drame, en effet. On attend le drame pour suspendre l'individu en question, le radier de la police, etc. Et encore, il y a enquête, etc. Je veux dire, l'IGPN, par exemple, avec les gilets jaunes, je veux dire, on a des vidéos, il y a des images, il y a des photos, il y a des circonstances très claires qui a eu volonté de nuire, qui a volonté de blesser, qui a volonté de faire peur par des armes non létales, mais des armes qui peuvent quand même avoir des conséquences physiques. Combien de plaintes ont été déposées, je crois, à l'IGPN? 1200, 1500, 1900, 2000? Qui a été condamné, là? Il n'y en a quasiment pas. Il y en a quelques-uns récemment, en effet, qui ont été suspendus. Mais quand vous voyez dans les images sur les gilets jaunes, les manifestations, vous voyez des flics qui visent, qui font du tir direct, ce qu'on appelle un tir tendu. Hein, c'est-à-dire le tir tendu, c'est-à-dire que vous visez vraiment la tête. Vous ne visez pas... non, là, il y a volonté de faire mal. Bon, à partir de là, quand les JPN refusent ou rejettent les requêtes de plainte de certaines personnes qui ont été blessées, bon, voilà, je veux dire... Donc vous ajoutez ça à la volonté de punir, à la volonté de réprimer des contestations légitimes, mais de l'autre, on ne réprime pas la racaille, on ne réprime pas la barbarie, la sauvagerie, on attend que les drames arrivent, et après on arrête les gens, on les met devant la justice, on les condamne à 4 ans, 6 ans, ils en feront que 2. Enfin, voilà, je veux dire, comment voulez-vous que les gens, au bout d'un moment, aient confiance en la justice? Aujourd'hui, sur Twitter, je commence à voir des gens, je crois qu'il y a une gamine de 16 ans ou de 13 ans là, qui a été tuée après avoir été violée ou truc comme ça. Il y a des gens qui commencent à dire, moi, ça arrive à ma gosse, j'en ai rien à foutre de la justice, je prends le flingue, je trouve le mec, je le flingue. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Et ça commence à tourner dans l'esprit de beaucoup de gens. Encore une fois, on est dans le politiquement correct, donc les gens ne s'expriment pas, ne le disent pas ouvertement. Mais moi, je peux vous dire que ça commence à tourner dans l'esprit de certaines personnes. Et que si l'État ne ressaisit pas les choses, et que si on continue à laisser aller et laisser faire, il va y avoir un moment où des gens vont finir par s'unir, bien organisés. Quand je dis bien organisés, c'est-à-dire faire en sorte de faire attention de ne pas être détecté, de ne pas en parler, de ne pas en parler à n'importe qui, de ne pas utiliser surtout Internet, le téléphone portable ou les réseaux sociaux, et qui vont s'organiser en milices, ou en unités de résistance, ou voire même des milices punitives. On n'en est pas loin. Donc si des gens commencent à vouloir faire la justice eux-mêmes, que va faire la justice? Que va faire l'État? Hein? Alors il y en a qui vont peut-être me rappeler, oui, t'as vu l'affaire des Tchétchènes. Vous savez, ça, l'affaire des Tchétchènes, c'est des conflits de territoire. C'est comme à Marseille. Hein. À Marseille, actuellement, ils sont tous en train de se tuer les uns les autres pour piquer les territoires, pour le deal, la drogue, etc. Hein? Qu'on soit bien clair. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'est résolu dans une mosquée, entre musulmans, même si
Ça reste voilà, très tendancieux, mais en réalité, ce sont des mafias qui se sont accordées en disant oui, excusez-nous, ça a dérapé, il y a des jeunes cons, on les a punis, et on va les punir, mais arrêtons ce conflit parce que c'est pas bon pour le business. Bon, voilà comment ça s'est résolu avec les Tchétchènes. Sauf que derrière, l'État, tiens, ça y est, on va démontrer notre souveraineté à faire la loi, l'autorité. Allez, on fait une rafle chez les Tchétchènes et on les renvoie chez eux. C'est parce qu'on demande. On demande de la sécurité, on ne demande pas de faire des rafles de gens qui, ça se trouve, dans l'eau, oui, il y en a peut-être, ils font partie des réseaux, il y en a, c'est peut-être des délinquants notoires qui vivent de petits larcins, de vol à la tire, de pickpocket, etc. Mais est-ce que ça va résoudre le problème? Non, ça ne résoudra pas le problème. Donc voilà, le souci qu'il y a aujourd'hui, c'est que sur Internet, vous avez des gens qui commencent à faire monter un petit peu la température en disant pourquoi est-ce que, par exemple, les artistes, aucun artiste ne s'est ému de ces drames qui ont concerné des Français, hein, des Blancs en plus, là, silence absolu. Je tiens juste à préciser quand même que, par exemple, Omar Sy, il est dans le collimateur aujourd'hui. Il a quand même un film, là, il va faire l'adaptation de Arsène Lupin. Arsène Lupin en black, c'est la tendance aujourd'hui. Hein. On a bien eu un show, je crois à Londres, je crois que c'est à Londres, il y a eu une comédie musicale qui a été faite sur Jeanne d'Arc. Ils ont donné le rôle à une afro pour jouer le rôle de Jeanne d'Arc. Bon, pourquoi pas? Je veux dire, je suis pas contre, mais il est clair que c'est pas pour faire l'expérience. Ça rentre dans le cadre de cette idéologie. Cette idéologie de réécrire un peu plus ou moins l'histoire, de réadapter les choses pour servir la sauce de. Hein, voilà, c'est parce que ça aussi, dans les médias, le cinéma, la télévision, aujourd'hui, on le sent bien. On le sent bien qu'on veut absolument vendre la sauce. Et le fait que Omar Sy va jouer le rôle d'Arsène Lupin, je veux dire, Arsène Lupin, dans l'œuvre originale, c'est un blanc, c'est pas un black. Mais voilà, encore une fois de plus, on prend des œuvres classiques et puis on les réécrit à la sauce dont on veut utiliser l'idéologie, quoi. Bon, je tiens juste à signaler quand même que le dernier film d'Omar Sy, là, c'était Le Prince perdu, je crois. Bon, le film n'a pas marché du tout. Bon, il y en a qui dire oui, mais c'est parce qu'il est tombé en plein Covid, etc. Non, je veux dire, j'ai vu le film. Le film est... Ah oui, il y a du moyen, hein, il y a du moyen financier, ça jongle sur des bons sentiments, etc. Mais le film n'est pas bon. Et c'est pas parce qu'il y a Omar Sy dedans, hein, mais peut-être que le film aurait pu marcher. Mais voilà, je veux dire, c'est parce que c'est Omar Sy, donc on vend le film parce qu'on mise sur l'image d'Omar Sy, mais en réalité, derrière, le film est à chier. Hein, c'est-à-dire qu'on vend du produit en utilisant le nom d'un acteur, etc. Ça aussi, dans le cinéma, hein, ça se fait énormément. Hein. Puis au final, le film est à chier. Il y a même des fois des films où c'est pire, c'est qu'ils vous mettent en tête d'affiche un grand acteur célèbre, et en fait, dans le film, l'acteur, vous le voyez que 5 minutes. Sinon, tout le reste du film, vous ne le voyez pas. Donc voilà, c'est une tromperie, hein, sur la marchandise, comme on dit. Donc tout ça pour revenir en fait à ces drames qui sont en train de se produire aujourd'hui en France, et plus particulièrement ce qui fait le plus de mal, c'est évidemment la différence de traitement si les victimes sont des blanches françaises avec des noms bien français, ou si ce sont des Français ou des étrangers issus de l'immigration, ou même des fois des illégaux, hein, ça arrive. Et c'est ça qui fait monter la température, et qui évidemment joue le jeu des extrêmes. Je veux dire, qu'on critique aujourd'hui l'extrême droite d'instrumentaliser ces drames pour leur profit, et je veux dire, soyons clairs, vous leur servez le plateau. Vous leur donnez les éléments. Donc, il y a un moment donné, il faut être lucide, il faut être cohérent, il faut être objectif et lucide.
Alors si on joue la politique, attention, il faut sauver l'image de l'immigration, il faut sauver l'image des migrants, il faut vendre le multiculturalisme, etc. Alors que le multiculturalisme, arrivé à un certain niveau, si c'est pas géré correctement, si c'est pas institué de telle manière à pouvoir justement construire une société avec, à terme, fonctionner avec justement des différences culturelles, etc. Mais avec quand même une base historique, une base culturelle, une base sociétale qui s'impose à tous. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la particularité de la France. C'est contrairement à l'intégration anglo-saxonne, etc., où là on a joué un petit peu le principe du communautarisme, hein, et ben ça c'est ce qu'on a apporté en France dans les années 80, avec les socialistes, hein, qui ont apporté ce modèle-là en disant voilà, ça permet justement à toutes les communautés, au multiculturalisme de se développer, etc. Sauf que le problème c'est que dans un pays comme la France, qui partait du principe que la Constitution dit que le peuple est unique et indivisible, non mais là on a divisé le peuple. À partir du moment où vous légitimez le communautarisme, eh bien vous divisez le peuple. Puisque chaque communauté va réussir plus ou moins à vivre correctement dans la société, comme c'est le cas aux États-Unis. Vous avez des communautés qui sont très fortes, mais qui respectent les lois des États-Unis, qui fonctionnent très bien dans la société et qui correspondent un peu au modèle de ce qu'on appelle le melting pot. Mais en France, ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a certaines communautés qui ont commencé à vouloir imposer leurs principes, leurs traditions, leurs lois, leurs règles, leur religion, surtout quand la religion a des aspects politiques, hein, très clairement affichés. Non, mais là, à ce moment-là, ça ne peut pas fonctionner. Là, vous allez droit dans le mur. Vous allez droit au conflit. Donc voilà pour concernant ce sujet qui est très dangereux et qui commence à prendre de l'ampleur et qui commence malheureusement à pousser des gens vers une certaine pensée radicale. Je rappelle, les gens ne s'expriment pas ouvertement parce qu'ils ne sont pas cons, parce qu'ils savent que s'ils s'expriment ouvertement, comme le font certains sur les réseaux sociaux, ils se font lyncher, voire même ils vont se faire supprimer leur compte. Mais voilà, c'est cette fameuse expression qui dit voilà, ça y est, j'ai oublié l'expression. C'est pas grave, je pense que vous comprenez où je veux en venir. Pour ce qui concerne les États-Unis, là, on est dans une évolution aussi qui commence à prendre forme sur une volonté d'essayer de faire passer les BLM, non plus comme étant quelque chose de légitime, de justifié, etc., mais de problématique. En effet, comme vous le savez, je l'ai déjà expliqué, on en a déjà parlé, les BLM, à l'origine, ce sont 3 fondatrices. Alors je ne vais pas revenir sur l'origine, les fonds, les fondateurs, les financements philanthropiques, etc. Vous allez voir la vidéo que j'ai faite sur ce sujet-là. Le seul problème, c'est comme on l'a dit, hein, quand le mouvement BLM a commencé à prendre de l'ampleur et les manifestations ont été organisées à Minneapolis suite à la mort de George Floyd, on a injecté dedans de l'ultra-gauche. Et qui dit ultra-gauche dit forcément des idéologies liées, plus ou moins, à des idées communistes. Et il y a quelques semaines, une des fondatrices de BLM, quand je dis fondatrice, c'est quand même des gens qui ont été approchés en fait par la Fondation Ford pour institutionnaliser, administrer, créer une sorte de corporation philanthropique et de défense associatif, de droits, de tout ce qui concerne les Afro-Américains, mais surtout aussi les LGBT, hein, puisque les LGBT sont aussi dans le créneau, même si c'est la médiatisation et la communication s'est énormément axée sur le BLM, Black Lives Matter, suite aux problèmes et aux drames touchant la communauté afro-américaine. Sauf que le problème, c'est que, évidemment, ça est allé trop loin. Donc on en a déjà parlé, les émeutes, les destructions, les pillages, etc. Et aujourd'hui, le phénomène de vouloir déboulonner n'importe quel statut parce qu'elle ne plaît pas à l'idéologie, etc. Sauf qu'il y a un moment donné, il y a des Américains qui se sont quand même posé la question, ils se disent ok, BLM, on est d'accord sur le fait de défendre les droits des Afro-Américains, de lutter contre les violences policières, etc. Mais on est en train de confronter les choses à un problème fondamental, qui est que les idéologies motivant le BLM sont des idéologies en partie marxistes. Et là, évidemment, le marxisme pour les Américains, tout de suite, ça fait tilt, ça fait communisme. Le communisme, je vous rappelle, aux États-Unis, c'est quelque chose de très blasphématoire, hein, idéologiquement.
on est dans un pays capitaliste, ultralibéral, qui défend la démocratie. Or, si vous commencez à parler d'aspects sociaux, d'aspects de corporatisme collectif, du collectivisme, etc., de l'interventionnisme d'État, etc., en général, les Américains n'aiment pas trop ça. Même les démocrates modérés, qui sont pourtant des progressistes avec des tendances idéologiques de gauche, ne sont pas du tout pour de l'interventionnisme absolu de la part de l'État, si ce n'est évidemment pour ce qui les touche concernant, par exemple, les armes. Là, ils aimeraient bien que l'État fédéral décide d'interdire la vente d'armes, plus ou moins de mettre une réglementation beaucoup plus sévère sur les types d'armes, sur les catégories d'armes qui sont disponibles à la vente. Mais d'une manière générale, c'est pas trop l'idéologie quand même communiste de cette idée d'État dominant, d'État qui décide tout, et qui contrôle tout, etc. Et de ce fait, évidemment, ça nuit à l'image des BLM. S'ajoute à cela, je l'ai déjà dit dans une vidéo, le fait que Obama se soit rapproché un peu de Soros pour essayer de reprendre un petit peu en main les choses parce que ça part un peu à volo. On constate aujourd'hui qu'il y a encore des mouvements à Minneapolis, à Atlanta, qui sont assez encore actifs. Le seul problème, c'est qu'on se rend compte que d'un côté, le BLM a malheureusement mis aux États-Unis une sorte de psychose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des Afro-Américains qui vont chercher la moindre petite bête pour aller chercher la provocation, pour aller chercher l'ambiguïté de situation pour accuser des Blancs d'être racistes. Et en plus de ça, les médias en rajoutent aussi des tonnes. Hein. Je vois par exemple l'exemple de cette vidéo de cette femme qui a sorti un gun, etc. Alors, la vidéo a été tronquée, coupée pour montrer cette femme utiliser un gun contre deux femmes afro-américaines, etc. Alors que la vidéo en entier, on se rend compte que c'est bien les deux femmes afro-américaines qui cherchent la provocation, qui cherchent le contact, qui cherchent à mettre une situation conflictuelle, etc. Et il semblerait que cette femme est enceinte, donc elle a à un moment donné pris peur parce que le couple en question a essayé de temporiser les choses et de dire, il y a même un moment dans la vidéo authentique, dans la vidéo complète, la jeune femme dans la voiture qui dit aux deux femmes black, je comprends votre situation, je soutiens votre situation, mais je vous assure que là, dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de racisme proprement dit, malgré ce que vous pouvez croire. Et il est vrai qu'il n'y a pas un propos raciste. Même l'homme qui, à un moment donné, ne comprend pas ce qui se passe, etc., essaie de comprendre, essaie de temporiser. Il n'y arrive pas. Les deux femmes afro-américaines sont dans une hystérie totale. Et au moment où le véhicule recule, c'est-à-dire que le couple de blancs veut partir à un moment donné, la jeune fille, apparemment la fille de l'autre femme, s'est mise exprès derrière le véhicule pour les empêcher de partir. Et vu que l'homme a commencé à reculer, mais doucement, pour bien signifier qu'il voulait partir et dire à cette jeune fille, excuse-moi, mais pousse-toi, et à un moment donné, elle a tapé sur la voiture. Et là, c'est le drame. C'est que là, à un moment donné, ça monte d'un cran, et la jeune femme à l'intérieur de la voiture prend peur, et elle a une arme. Et donc, elle sort l'arme. Donc là, évidemment, la situation n'a pas évolué plus dramatiquement, mais ça démontre qu'on utilise une vidéo pour la tronquer, la monter de telle façon à montrer un message qui est, regardez, encore des blancs racistes, qui sont prêts à utiliser une arme contre des afro-américaines. Alors qu'en réalité, le conflit provient bien des deux femmes afro-américaines. Et ce genre de situation, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'aucun média, à un moment donné, va aller au fond des choses pour dire attention, ce qui se passe aux États-Unis, c'est que souvent des Afro-Américains qui font des provocations motivées par la situation actuelle n'ont rien à voir avec les Afro-Américains issus de l'esclavage. Ce sont généralement des Afro-Américains issus de vagues d'immigration qui viennent de pays d'Afrique, qui viennent d'Haïti, qui viennent des Caraïbes, qui viennent de certains pays même hispaniques. Et donc voilà, c'est en fait l'appropriation communautaire, c'est-à-dire qu'on a réussi à construire une situation, je dirais,
de manipulation communautaire qui inclut véritablement tout le monde de la même communauté parce que tout le monde se sent exactement issu de la même communauté alors que c'est pas totalement vrai, et si bien qu'en fait une minorité d'Afro-Américains sont en train de foutre le bordel aux États-Unis au détriment de la majorité des Afro-Américains qui ne sont plus du tout d'accord avec le mouvement BLM. Hein, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup d'Afro-Américains savent se servir de leur cerveau, ils ne sont pas aussi crétins que ça. Et moi, personnellement, tous les Afro-Américains que je connaisse, ils ne veulent pas entendre parler de BLM. Parce que, justement, déjà, ils trouvent que ça a trop dérapé, que ça nuit considérablement à l'image, et que même il y en a certains qui ont parfaitement conscience, qui disent ce qu'est en train de faire BLM, ce qu'est en train de faire les démocrates, ça va jouer en faveur de Donald Trump. Pour que des Afro-Américains vous disent ça, vous dites quand même, ils ne sont pas tous cons. Hein, donc là, vous voyez, on ne fait pas de généralité. Sauf que c'est incrémenté sur ces Afro-Américains contestataires, des Blancs, des jeunes essentiellement. Et là, on commence à avoir un profil qui commence à se montrer un petit peu en concernant, alors surtout avec les statuts, etc. aux États-Unis. Ils se sont rendus compte que la grande majorité des Blancs qui manifestaient, qui parfois détérioraient ou participaient ou contribuaient, voire motivaient la destruction de certains symboles, de statues, de plaques commémoratives, etc., eh bien, sont essentiellement des jeunes, alors des jeunes étudiants ou des jeunes diplômés qui n'ont pas de boulot, qui ne trouvent pas de boulot par rapport à leur diplôme, etc. C'est-à-dire que on a un ensemble de profils de jeunes, mais qui ont tous un point commun, c'est qu'ils ont une colère intérieure. Mais une colère intérieure qui n'est pas lucide, c'est-à-dire qu'en réalité, ils s'accommodent, ils s'approprient le combat Black Lives Matter pour extérioriser leur colère, mais n'importe comment. C'est-à-dire leur colère, finalement, de se rendre compte qu'ils vivent dans un pays qui n'est plus une démocratie, la colère d'un pays qui les surendette, parce qu'aujourd'hui, les rapports de police d'ailleurs le font état de ça, c'est-à-dire que les profils correspondent tout à fait à des jeunes qui sont déjà endettés, qui ont fait des études ou qui font des études, mais qui n'arrivent pas à trouver de boulot suffisamment rémunérateur pour pouvoir leur permettre de rembourser leur crédit, donc ils sont obligés de prendre des boulots de merde, etc. Et la grande majeure partie d'entre eux continuent à vivre chez leurs parents. Hein. Donc c'est des jeunes entre 18, 19, 20, 25 ans, 26 ans, hein, attention. Et ils se rendent compte que lorsque aujourd'hui, parce que là, je veux dire, quand vous détruisez des lieux, vous faites de l'émeute, du trouble de l'ordre public, etc., avec toutes les caméras qu'il y a dans certains centres-villes, je peux vous dire que là, les flics, ils réussissent à identifier un certain nombre de personnes. Et les autorités disent, il arrive très souvent, on débarque chez eux, alors souvent chez leurs parents, et là, ils se liquéfient. C'est-à-dire que quand vous les voyez sur les vidéos en train de hurler, limite avec la bave sur le côté, etc., le problème, c'est quand tout d'un coup, ces jeunes-là se retrouvent en face de la réalité, c'est-à-dire de devoir assumer leurs actes, civilement, pénalement, ben là, les flics se disent, mais on est en face de gamins. On est en face de gamins qui se comportent comme des gamins, immatures, des adolescents complètement mais perdus. Certains se mettent à chialer ou des trucs comme ça, parce que tout d'un coup, la réalité, eh bien, percute leurs ultra-convictions, tout d'un coup, d'avoir eu la légitimité de faire ce qu'ils ont fait durant les manifestations. Alors qu'en réalité, bah aujourd'hui, tu as fait ce que tu as voulu faire. Tu as eu la liberté de t'exprimer de la façon dont tu voulais, mais là maintenant, il faut assumer. Assumer aux yeux de la loi. Et là, tout d'un coup, c'est la déconfiture. Et les flics sont aujourd'hui, et même les juges, il y a des moments, il y en a certains qui se disent on n'ose même pas condamner durement ces jeunes-là parce que il y en a certains qui sont déjà dans la merde. Ils sont déjà dans la merde financière, ils sont déjà dans la merde sociale, puis en plus de ça, voilà, là, il y a un phénomène qui se produit chez eux, c'est que leur monde qu'ils croyaient légitime s'effondre. C'est-à-dire le monde qu'on leur a exposé, leur monde qu'on leur a fait croire, s'effondre. C'est-à-dire qu'ils croyaient que leur monde avait une légitimité d'exister, mais en réalité, oui, mais jusqu'à une certaine limite.
Or, défaut d'éducation, défaut de conscience, défaut de raison, défaut de bon sens, ils n'ont pas vu cette limite. Et la limite, ils l'ont dépassée. Et aujourd'hui, la justice américaine est confrontée à ces jeunes dont ils ne savent pas trop comment les traiter finalement, parce que déjà, c'est souvent des jeunes issus de familles moyennes, etc. Alors, il paraît qu'apparemment, selon les statistiques, il y a en effet des gosses de riches, des petits bourgeois, mais ceux-là, apparemment, ils sont relativement minoritaires. Et c'est souvent d'ailleurs ceux-là qui alimentent un peu le feu vis-à-vis des autres. Et en ce qui concerne ceux qui sont des militants d'ultra-gauche, pareil, très souvent, ce sont issus de bonnes familles. Donc, quand il y a les cautions qu'il faut payer, la famille paye les cautions, paieront des avocats, et puis voilà, ça fera des procès, mais au final, ils s'en sortiront peut-être à quelques milliers de dollars de dédommagement à payer, avec peut-être de la prison avec sursis, ou truc comme ça, parce que bon, voilà, c'est juste de la destruction matérielle, il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu d'agression, etc. Hormis quelques-uns exceptions, mais d'une manière générale, ces jeunes-là, donc ça décrédibilise encore plus, finalement, le mouvement LBL. Et du fait qu'on est quand même à quelques mois de l'élection présidentielle, le petit coup de pied d'Obama, le petit contact avec Soros en disant à Soros, bon écoute, ton ultra-gauche, là, tu la mets un petit peu en sourdine, parce que là, on a besoin de reconcentrer un petit peu le débat pour dégager Trump. Hein. Quand on dit que Soros, c'est un mondialiste, nouvel ordre mondial à fond, voilà, on en a l'exemple. C'est-à-dire que les BLM, qui auraient pu être un mouvement efficace, qui aurait pu être un mouvement utile pour l'élection, en réalité, pour une partie de l'électorat américain, a eu l'effet inverse. C'est-à-dire a fait basculer un électorat progressiste, on va dire, indécis, peut-être vers l'abstention ou le vote contestataire contre Biden. Voilà, pour l'instant c'est très difficile d'évaluer les choses. On pense qu'au niveau de l'électorat progressiste, une grande majorité votera par déni pour Biden, même s'ils n'en veulent pas, mais il faut dégager Trump. Donc, et j'ai même ouï entendre qu'apparemment Donald Trump serait en train de se dire que la situation est en train de devenir tellement pourrie, tellement à haut risque, que peut-être il n'a plus vraiment la motivation ni l'ambition de vouloir briguer un deuxième mandat, et que peut-être il ferait le nécessaire pour pousser les gens à voter contre lui. Voilà, je vous pose ça là, hein, c'est ce qu'on commence un petit peu à entendre dans certains bruits de couloir, dans certaines rumeurs actuellement, parce que la situation aux États-Unis est en train de s'aggraver. Il y a le problème du Covid, le problème de la Fed, le problème économique, et puis la deuxième vague, hein, puisque de toute façon là on va être face à une deuxième vague. Cette deuxième vague d'ailleurs qui commence à triturer les esprits en Europe. Donc voilà, c'est comme quoi, vous voyez, ce qui se passe en France et ce qui se passe aux États-Unis, il y a une certaine déliquescence de stratégie idéologique qui malheureusement manque de contrôle, manque de gestion, manque de stratégie, et risque d'avoir des effets totalement contraires de ce qu'on croyait pouvoir à un moment donné utiliser, manipuler, instrumentaliser dans l'intérêt idéologique d'amener les gens vers une direction. Or là, malheureusement, ça se disperse énormément et ça risque d'avoir évidemment des impacts parfois même peut-être dangereux, puisque là récemment aux États-Unis, il y a une statue d'un abolitionniste noir américain dont son nom m'échappe, une statue à Rochester dans l'État de New York, qui a été descendue et balancée dans la rivière. Bon, sauf que le problème, c'est qu'évidemment, moi j'ai mis l'information, mais j'ai mis prudence, parce qu'on ne sait pas si c'est des progressistes jeunes qui se sont dit ouais, de toute façon lui dégage, ou si c'est une provocation de l'autre camp, qui dit mais puisque vous déboulonnez des statues de confédérés, déboulonnez des statues de Lincoln, etc., nous on va déboulonner aussi des statues de... Vous voyez, je pense que ce serait plutôt cette orientation-là qui entrera en ligne de compte, c'est-à-dire que là va commencer à y avoir des Américains de l'autre camp qui vont commencer à réagir. Je pense que là,
ça va être problématique. Hein. J'ai parlé un petit peu de ça dans ma précédente vidéo, hein, sur les conséquences que pourrait avoir l'élection, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Hein. Je pense que voilà, ça va être un petit peu dangereux. Et enfin, je vais terminer cette vidéo avec ce fameux nouveau gouvernement français. Bon, c'est un gouvernement fusible, hein, très clairement. Je pense que de toute façon, la rentrée risque d'être très costaud et qu'avec ces personnalités qui ont été intégrées au gouvernement, alors surtout Dupond-Moretti à la justice, je pense que ça en agace plus d'un. Je dirais même ceux qui sont des pro-Macron s'inquiètent quand même des conséquences et des issues que ça pourrait amener. Et puis surtout Darmanin qui lui est à l'intérieur et se fait déjà tirer à boulet rouge par les féministes, puisque je rappelle qu'il a été confirmé la plainte pour tentative de viol, je crois, et que Macron a dit oui, mais enfin c'est une enquête qui est diligentée pour savoir si la plainte est valide ou non, mais ça n'empêche pas de devenir ministre. Bon, même si vous êtes accusé du meurtre de votre femme, tant que la justice n'a pas prouvé que vous êtes le meurtrier de votre femme, vous pouvez devenir ministre. Voilà, enfin, on est dans le processus de ce que je vous disais dans la précédente vidéo, la déliquescence. La déliquescence, la destruction du crédit, de la légitimité, du sérieux institutionnel de l'État. C'est-à-dire que quand vous voulez détruire un État, quand vous voulez détruire la crédibilité du peuple envers l'État, envers les institutions, etc., eh ben vous mettez des guignols. Vous mettez des guignols, des incompétents, des individus qui sont complètement à l'inverse de ce que normalement on attend, du sérieux, de la responsabilité, de la compétence même de gens, que ce soit dans un gouvernement, que ce soit dans la haute administration, que ce soit même dans les administrations publiques d'une manière générale. Hein, on ne va pas mettre un fou à la tête du ministère des Armées, par exemple. Et ben, non, là, on est en train de prendre cette voie. C'est-à-dire de mettre des gens qui n'ont absolument pas de compétences, qui n'ont pas d'expérience, à des postes décisionnaires, des postes à responsabilité, dans des secteurs où ils n'y comprennent rien. Hein, mais voilà, ça c'est une idéologie, c'est une politique, c'est une liberté qui a été prise depuis maintenant des années, ce qui fait d'ailleurs que dans certaines grandes entreprises, vous avez parfois des directeurs généraux, des présidents directeurs généraux, etc., qui rachètent ou qui sont nommés à la tête d'entreprises dont ils n'ont absolument aucune idée de comment ça fonctionne. Mais parce que ce sont des gens qui ont réussi à faire des économies dans leurs précédents postes, etc., faire du chiffre d'affaires, etc., parfois au détriment même de la production, de la qualité, du service de ces entreprises, eh bien, on les capte, etc. Je veux dire, on a connu l'expérience avec tous mes collègues de l'exploitation, la société d'exploitation des cinématographies dans laquelle je travaillais, un jour, s'est retrouvé avec un directeur général qui venait de chez Bricorama. Bon, le mec, il est dans la grande distribution de bricolage. Quelle expérience il a avec l'exploitation cinématographique et le cinéma en général? Aucune. Mais par contre, c'est un mec qui a fait gagner des pépettes, qui a fait faire des profits, qui a fait de la politique de minimisation, d'optimisation, et aujourd'hui, de toute façon, on le voit bien, il y a une véritable politique d'automatisation. Hein, cette même politique qui aujourd'hui va énormément se développer pour compenser les licenciements que certaines entreprises sont obligées de faire. Je pense à la grande distribution par exemple. La grande distribution aujourd'hui, les caissières qu'on a en effet montées en héros parce qu'elles travaillaient pendant toute la période de confinement pour faire tourner la boutique. Bon, certaines on dira, vous inquiétez pas, vous aurez 1000 € de prime. Ouais, sauf que le problème, c'est comme d'habitude, hein, quand on dit un effet d'annonce comme ça, il faut faire très attention parce qu'il y a toujours un piège. 1000 €, évidemment, on ne va pas donner 1000 € à une personne qui fait 12 ou 13 heures dans la semaine parce qu'elle est en temps partiel, au même titre qu'une personne qui est en temps plein et qui bosse 39 voire 40 heures par semaine. Hein, alors on fait du calcul de prorata, donc évidemment la personne qui a 39 heures ou 35 heures, elle va gagner les 1000 €, par contre l'autre, elle va tourner autour de peut-être 200 ou 150 €. Mais ça, voilà, faut réfléchir. C'est exactement comme ce qu'avait fait la loi Sarkozy avec le gagner plus, travailler plus pour gagner plus. C'est exactement le même piège, c'était une arnaque, finalement. Eh bien, ces caissières, aujourd'hui, eh bien, il y en a certaines d'entre elles qui vont apprendre qu'elles vont être licenciées.
Elles vont être licenciées parce que, pour faire des économies, on va les remplacer par un redéveloppement des automates, un redéveloppement des caisses automatiques en self-service, puisque pour 4 ou 5 caisses en self-service, donc le client se fait caissière lui-même, avec une seule personne pour résoudre les petits problèmes, etc. Donc, et ça, c'est un exemple qui va se répercuter dans beaucoup d'autres secteurs, secteur industriel, secteur du service, puisque va se développer de plus en plus, par exemple, les automates, les petites supérettes automates, vous savez, c'est-à-dire que vous ne rentrez même pas dans le magasin, c'est-à-dire que vous avez une borne à l'extérieur et vous pouvez choisir tous vos produits et après vous êtes livré sur la disponibilité évidemment des produits. Alors évidemment, il y a un choix limité, puisque je ne peux pas. Mais c'est un système qui va à terme se développer. Donc comme ça, vous avez besoin qu'une ou deux personnes dans le magasin. Vous n'avez pas besoin des personnes juste pour réapprovisionner les casiers. Et c'est tout. Même si vous avez un problème, vous pouvez appuyer sur le bouton aide, ça sera une hotline, ça ne sera pas la personne qui est derrière. La personne qui est derrière, à l'intérieur, n'a aucune habilitation, aucune compétence pour être dans du traitement de clients. Puisque sinon, on va être obligé de réévaluer le coût de l'emploi. C'est-à-dire que s'il est payé je sais pas, 900 euros ou 1000 euros net par mois, si on lui demande de faire du soutien ou du conseil au client qui est de l'autre côté, dans ce cas-là, on est obligé de réévaluer le salaire. Donc on dit non, pas bouger, pas touche. Ça rejoint finalement un petit peu aussi un de ces arguments, et je vais terminer là-dessus. Sur Twitter, il y a quelqu'un qui pour justifier, pas justifier, mais je dirais relativiser la mort de ce chauffeur de bus, la personne a osé dire qu'à la limite, c'est un drame, mais que ça n'aurait pas pu arriver si il n'avait pas interpellé, demandé son ticket et demandé à la personne de sortir du bus, parce que c'était pas son boulot. Le culte du laisser-faire. C'est-à-dire parce que son boulot, c'est chauffeur de bus, donc tout ce qui se passe dans le bus, c'est pas son problème, parce que lui, c'est le chauffeur de bus. C'est-à-dire que des gens peuvent agresser, insulter, voire tuer les passagers entre eux. Le chauffeur de bus, il est chauffeur de bus. Vous voyez un petit peu la logique où est-ce que... Il y a des gens qui trouvent le moyen de dire ça, pour essayer de contourner une réalité de la société aujourd'hui. Je peux vous dire, celui-là, je ne l'ai pas loupé. Donc voilà, c'était une vidéo pour revenir un petit peu sur 2-3 éléments, donc ce qui se passe en France sur la considération en ce qui concerne les drames, les personnes qui se font agresser, tuer, et le traitement médiatique évidemment, qui varie selon qui est la victime et qui est l'assassin. Je rappelle qu'on a quand même eu du mal à voir... de l'émotionnel sélectif, finalement. Et il y a juste un truc qui me revient à l'esprit. Par exemple, personne n'a condamné le fait que Assa Traoré a publié sur Twitter un document concernant la plainte des 3 gendarmes qui avaient porté plainte contre Assa Traoré pour avoir, je ne sais plus sur quel argument, ou sur de la délation, un truc comme ça. Bon, les 3 gendarmes ont été déboutés, sauf qu'elle a publié le document avec les 3 noms des gendarmes. C'est-à-dire que elle n'a même pas la notion de se dire, si jamais je publie ce document, les 3 noms des 3 gendarmes sont sur le document. Elle n'a même pas flouté, ni barré, etc. Non. Elle a laissé littéralement, volontairement, les 3 noms des gendarmes. Alors je ne sais pas si parmi tous les gens qui voient ce tweet, il y en a certains qui vont peut-être qui vont dire on va venger Adama, on va les trouver, on va les lyncher. Si elle l'a fait dans cet état d'esprit-là, alors c'est criminel. Mais est-ce que les médias l'ont relevé? Non. Est-ce que des personnes ont porté plainte contre ça, pour l'instant? Non. Si on avait fait le contraire, c'est-à-dire que si on avait publié les noms des 4 ou 5 types qui ont agressé ce chauffeur de bus, bon, finalement ils ont donné les prénoms, mais ils n'ont pas donné les noms de famille, alors là, ça aurait fait tout un scandale. Donc encore, vous voyez, le problème du traitement médiatique, le problème de la responsabilité.
C'est-à-dire que suivant si vous êtes d'un bord ou d'un autre, eh bien le traitement n'est pas le même. À partir du moment où on légitime et on fonctionne sur ces modèles-là, et c'est la même chose aux États-Unis, il n'y a plus de justice. La justice ne peut plus être légitime à rendre de l'équité, et dans ce cas-là, à partir du moment où dans une nation, la justice ne fonctionne plus, voilà, vous avez la réponse à la question de ce qui risque d'arriver dans les années à venir, voire peut-être les mois à venir. Parce que je dirais à la limite que ce sont presque les 40 dernières années de laisser-faire, de manipulation, de mensonges, de trahison, qui sont en train de remonter à la surface. Mais attention, qui remontent à la surface tout en sachant qu'il y a derrière le rideau des gens qui savent pertinemment que ce qui est en train de remonter à la surface va servir leurs intérêts. Là, je vous invite à revoir ma précédente vidéo où je vous explique un peu succinctement les raisons du tenant et des aboutissants concernant cette affaire. Donc voilà, donc je vous invite, faites attention à ce qui concerne ce qui se passe aux États-Unis avec les BLM, etc. Parce que là, il y a un gros conflit idéologique pour essayer de retrouver de la confiance auprès de certains Américains, plus particulièrement les progressistes, parce qu'il y a une grosse crise chez les démocrates, parce que Biden, très clairement, Biden ne fait pas le taf, hein, au niveau popularité, etc. En France, évidemment, les incohérences, les injustices, etc. Et puis attention, le Covid-19, l'affaire du remdesivir contre l'hydroxychloroquine, etc. C'est pas fini. L'affaire, il y a eu récemment un médecin qui a dénoncé que le test qui avait été commandité par l'OMS, apparemment le test est complètement faussé parce qu'ils ont apparemment donné des surdoses à des patients, dont certains patients étaient déjà sur respirateur. Donc ça veut dire que c'était un moyen de provoquer un taux de mortalité plus élevé que si on avait respecté un protocole qui concerne l'hydroxychloroquine. Donc évidemment là, l'OMS apparemment a tout de suite arrêté l'essai. C'est un essai qui se produit sur d'autres pays, hein, plusieurs pays, l'Australie, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, etc. Hein, donc, mais clairement, voilà, enfin, on y reviendra parce que là, c'est pareil. Aujourd'hui, ils n'ont absolument plus aucune honte à faire devant l'opinion leurs petites affaires hégémonie, de domination et de verrouillage des marchés pour le remdesivir de Gilead Sciences. Remdesivir qui, je rappelle, n'a pas démontré réellement son efficacité. Et que, alors si aux États-Unis, les médecins ont encore la possibilité de pouvoir prescrire ce qu'ils veulent, suivant, comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, en France, c'est très clairement là on est en train de voir un verrouillage qui s'opère sous vos yeux, sans débat, sans rien. Voilà, on décide, ça sera comme ça et pas autrement. C'est-à-dire que si vous allez voir un médecin parce que vous sentez que vous avez des symptômes, si le test vous révèle positif, vous pourriez être soigné à l'hydroxychloroquine, et bien vous ne pourrez pas l'être, parce que le médecin ne prendra pas le risque de voir sa carrière foutue en l'air, parce que un ministre de la Santé a décidé d'interdire l'usage de l'hydroxychloroquine avec le Baclimil. Voilà. Donc je vous souhaite de ne pas avoir le Covid, je vous souhaite de ne pas tomber malade à cause du Covid, parce qu'il y a de fortes chances qu'on vous hospitalise, qu'on attende que votre cas s'aggrave pour utiliser le fameux remdesivir, qui, d'entre nous, hein, n'a pas d'efficacité. Et en plus de ça, en ce moment, on commence à avoir un petit peu plus de recul sur le remdesivir, et il semblerait que chez certaines personnes, chez certaines pathologies, il y a une recrudescence de dysfonctionnements rénaux à cause du remdesivir. Donc voilà, mais on y reviendra dans une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien, soyez prudents, couvrez-vous, et à la prochaine.